le- les plans d'urgence de façon générale et de façon particulière, donc le plan d'urgence interne, donc dont on va voir. Et, et à l'issue de cela, je pense que chacun des participants devra être en mesure justement de mettre en place en fonction de son entreprise, en fonction éventuellement du contexte, d'accord, un plan d'urgence. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut nous dire très rapidement, donc bon, avant tout ça, je me présente, je suis Bakayoko Adama, donc, je suis spécialiste QHSE et consultant formateur chez BHM Consulting. Donc, je ne vais pas demander à tout le monde de se présenter parce que on n'a que 2 heures pour permettre à tout le monde de profiter justement de l'information et puis après vaquer ses occupations. Cependant, si par exemple vous avez une intervention à faire, vous pouvez juste vous présenter et puis interagir. Qu'est-ce que pour vous le plan d'urgence et qu'est-ce que, en gros, quelle est votre compréhension? Le plan d'urgence. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que vous m'entendez déjà? D'accord, très bien. OK, super. OK, donc ce que vous devez comprendre en ce qui concerne le plan d'urgence, un plan d'urgence est un document stratégique qui définit l'ensemble des actions à entreprendre pour répondre efficacement à une situation de crise ou d'incident majeur. C'est ça le plan d'urgence. Il y a évidemment plusieurs types de plans qui existent, dont on va voir plus dans les détails. Et vous devez savoir, dans le cadre donc, de votre activité, quel est le plan qui, que vous devez mettre en place. Et ça va se faire en fonction de plusieurs aspects, donc pour pouvoir faire le choix donc, de plan d'urgence que vous devez mettre en place. Je disais que le plan d'urgence, c'est un document stratégique qui est élaboré, comme son nom l'indique, quand on dit plan, c'est tout ce qui est action de planification. D'accord? Donc, c'est un document qui est quand même assez stratégique, qui définit l'ensemble des actions que l'entreprise doit pouvoir entreprendre afin de répondre efficacement à une situation de crise ou d'incident majeur. C'est ça le plan d'urgence. Et je disais que le plan d'urgence, c'est également plusieurs connotations que cela peut décliner. Donc, on peut avoir plusieurs types de plans d'urgence. Plusieurs. Et on verra dans les détails quels sont les différents plans d'urgence qui existent et plus particulièrement dans différents secteurs, quels sont les différents plans d'urgence qu'il faudra appliquer. Et on verra évidemment comment est-ce qu'il faut les appliquer. D'accord? Donc, très bien. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de mettre en place un plan d'urgence? Évidemment, la première des choses, c'est de prévenir les dommages qui peuvent exister. Ça, c'est la première des choses. Donc, on va prévenir les dommages. Ensuite, on va coordonner les interventions. Et enfin, on va assurer la sécurité de l'ensemble des personnes qui sont sur le chantier. Et même en dehors, ça dépend justement du type de plan d'urgence et du type d'urgence prévisible. Donc, les raisons pour lesquelles on met en place des plans d'urgence ou procédures d'urgence, c'est déjà de prévenir les dommages, de coordonner les interventions et en même temps assurer la sécurité de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués.
Dans quel but? Dans le but justement d'avoir une réactivité immédiate, dans le but également de limiter donc, les dommages éventuellement, parce que les dommages, il peut y avoir les dommages seulement. L'idée ici, avec un plan d'urgence, c'est de limiter au maximum. C'est de limiter au maximum si éventuellement il y a des dommages. Évidemment, c'est de sauvegarder des vies. Parce qu'en mettant en place un plan efficace et en déclenchant un plan d'urgence, l'idée, justement, c'est non seulement de limiter les dommages, mais aussi de préserver, donc de sauvegarder des vies. Et les plans d'urgence aussi ont pour objectif, d'autre part, de pouvoir maintenir l'activité. Et on verra. Donc, quelles sont donc les typologies de plans d'urgence dont on peut trouver, notamment dans le milieu industriel? Quelqu'un peut nous dire, quelqu'un a un exemple rapidement? Est-ce que quelqu'un a un exemple donc, de type de plan d'urgence qu'on peut retrouver en milieu industriel? Que ce soit dans le secteur du BTP, dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, dans le secteur portuaire, dans n'importe quel secteur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de plan d'urgence? Est-ce que vous avez des exemples types donc, de plans d'urgence dont vous pouvez nous partager très rapidement? Donc, le plan d'évacuation en cas d'incendie. Très bien. Donc, plan d'évacuation en cas d'incendie. OK. Très bien. Il y a quel autre plan encore que vous connaissez? OK. Très bien. Merci, Ndoli, pour la contribution. Donc, effectivement, on peut avoir, donc, on dit quoi? Le plan de secours en cas de malaise. Très bien. Le plan en cas d'effondrement. Très bien. Ouh là là, c'est magique ça. Euh, donc, le plan d'évacuation en cas de malaise, en général, on l'appelle également le plan d'évacuation sanitaire, EVASAN. Bon, on aura l'occasion de voir ça. OK, donc quelles sont donc les typologies de plans d'urgence dont on peut trouver en milieu industriel? Donc, il y a tout ce qui est interne. En général, on a les plans d'urgence interne, simplement, et dans le plan d'urgence interne, de façon générale, on a ce qu'on appelle le PUI, donc plan d'urgence interne, tout court, donc simple, qui permet de gérer les incidents au sein de l'entreprise et couvre en général les incendies. Très bien. En cas de déversement également. Très bien. D'accord? Donc, le plan d'urgence interne donc, gère les incendies au sein de l'entreprise, couvre les incendies, les explosions, les fuites de gaz, et j'en passe. Donc, c'est un plan en général qui va être circonscrit aux activités, simplement. C'est-à-dire que c'est un peu, ça va rester dans les limites justement de notre entreprise, donc de notre projet éventuellement. OK? Il y a également le plan d'opération interne. Donc, qui est en général un plan qui est spécifique aux installations CVSO. Donc, qui gère les accidents industriels majeurs. Le plus souvent, ce plan est établi pour des entreprises, notamment de raffinerie de pétrole, des usines de produits chimiques, des dépôts de gaz, notamment des installations de traitement de déchets dangereux, mais aussi des installations pétrochimiques. Donc, vous allez, pour ceux qui sont certainement en Côte d'Ivoire, ils ont déjà vu à la CIR, à la Pétrocie, et éventuellement même à la Gestocie, de tels plans être mis en place. En général,
À chaque fois qu'on considère que les dommages peuvent impacter au-delà de, des rayons ou même du périmètre de l'entreprise, en général, un plan d'opération interne est essentiel et nécessaire en général. OK? Il y a aussi le plan de continuité d'activité. C'est aussi un plan d'urgence. D'accord? Cela assure la reprise rapide des activités après une crise majeure. Donc, tout ça, ce sont des plans d'urgence internes. En général, on suppose que les dommages vont se limiter au périmètre, voire au voisinage immédiat. OK? Ensuite, on a tout ce qui est plan d'urgence externe, donc qui va demander l'intervention ou du moins la participation des autorités qui ne sont pas forcément à l'intérieur de l'entreprise. Vous allez voir que tout ce qui est interne, la gestion va se limiter peut-être au directeur général de l'entreprise, à la limite. Mais à partir du moment où on sort, ou par exemple c'est le préfet de région, ou même la mairie, ou même la présidence qui va commencer à gérer, alors on parlera de tout ce qui est externe. Donc, on a plan de secours externe qui organise l'intervention des services publics. Donc, lors des accidents majeurs, en général, ça va être les pompiers et autres qui vont pouvoir déclencher ce plan-là. Donc, on a aussi le plan particulier d'intervention, donc on appelle le PPI, qui protège la population et l'environnement, donc pour les sites CVSO et seuil haut. Et donc, et en général, ça, c'est géré par le préfet de région, ce plan-là. Et donc, on a aussi le plan d'urgence environnementale. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Oui, on peut avoir plan d'urgence environnementale, donc qui va réagir pour répondre justement aux incidents affectant gravement l'environnement. OK, on peut avoir d'autres plans spécifiques, comme le plan Vigipirate, qui renforce donc la sécurité contre les menaces terroristes qui pourraient qui impactent l'organisation et les mesures donc, de sécurité. Donc, tout ce qui est en lien avec le terrorisme, notamment, on va déclencher ce qu'on appelle un plan Vigipirate. Même récemment en France, je pense que lorsque il y a eu l'attentat en Russie, c'est les Klutis, quoi, là même. Donc, il y a eu un attentat récemment en Russie, et après ça, la France a déclenché ce qu'on appelle un plan d'urgence, un plan Vigipirate, justement, et même en prélude, justement, des Jeux olympiques, c'était toujours en application pour veiller à ce qu'il n'y ait pas, justement, d'attentats terroristes ou quelque chose comme ça. Donc ça, en général, c'est ce qu'on appelle plan Vigipirate. Il peut arriver également donc, des plans donc, de pandémie qu'on met en place afin de pouvoir gérer euh, tout ce qui pourrait être comme pandémie. Il y a aussi le plan de prévention des risques technologiques. Après, souvent, ce sont quelques petites appellations aussi qui peuvent, voilà, mais sinon, l'ossature ou le squelette de mise en place d'un plan vont être pratiquement les mêmes. OK? Donc, le plan de prévention des risques technologiques également peut être mis en place et cela prévient justement les risques liés aux installations industrielles dangereuses. On peut avoir également donc, des plans d'urgence qui sont spécifiques aux zones portuaires, comme par exemple le plan de sécurité portuaire qui protège contre les actions illicites dans les installations portuaires. Il y a aussi le plan Poulmar ou Polmar, d'accord? Donc ça, c'est tout ce qui est plan d'urgence contre les pollutions, ou du moins qui prennent en compte les pollutions maritimes. Donc, on a également d'autres plans spécifiques, donc, notamment en zone portuaire qu'on pourrait aussi mettre en place. C'est le PUI, on peut mettre en place, en plus donc, des deux plans en haut, on peut mettre en place le PPI également.
d'accord, et adapté aux zones portuaires, notamment dans les secteurs du BTP et extractif. Donc, comme les mines et autres, il y a d'autres plans qu'on pourrait mettre en place également. D'accord? Dans le BTP, par exemple, on peut mettre en place le plan santé, santé, sécurité, travail, donc le PPSPS également. Donc, le plan particulier de la santé et la protection de la sécurité, non, de la sécurité, de la protection de la santé. Donc, sur le chantier éventuellement et sur le plan, dans le secteur pétrolier, on peut avoir également le plan de gestion des risques industriels. On peut également mettre en place le POI, donc pour gérer donc, les risques spécifiques. Et aussi dans les secteurs miniers, donc les plans adaptés aux risques d'extraction et environnementaux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des plans qu'on a cités, en fonction des différents secteurs d'activité, vous pouvez toujours choisir un plan. Mais le choix, ça se fait suivant, ou du moins après, ce qu'on appelle l'identification des urgences prévisibles. Donc, c'est en fonction des urgences potentiellement qui peuvent être dans votre lieu de travail, c'est en fonction de ça que vous allez identifier quel type de plan il faut élaborer et il faut adapter dans le cadre de votre activité. Donc, concrètement, quelles sont donc les dispositions qu'il faut mettre en place pour pouvoir établir ou du moins développer un plan d'urgence? Donc, on a différents plans d'urgence, mais pour savoir lequel appliquer dans le cadre donc, de votre projet ou de votre entreprise en tant que spécialiste, alors il faut déjà identifier les urgences prévisibles. Donc, tout à l'heure, on va voir quelles sont les méthodes qu'il faudra utiliser justement pour prévenir, enfin pour identifier les urgences prévisibles. Les urgences prévisibles sont tout ce qui pourrait éventuellement avoir comme, on va dire, comme potentiellement à risque et affecter le cours de votre activité. D'accord? Après cela, il y a les procédures pour pouvoir déclencher l'alarme. Il faut dire que, quelle que soit l'urgence que vous allez identifier, il y a toujours une manière de donner l'alarme. Et puis, ça peut varier selon les types d'urgence, selon les entreprises, et j'en passe, et selon aussi les moyens dont vous disposez. Toutefois, il y a une manière, une procédure, d'accord, pour déclencher l'alarme. Il y a aussi la procédure à suivre. C'est-à-dire, quelles sont les instructions qu'il faut suivre lorsque éventuellement il y a tel type d'urgence ou tel autre. Après, toujours dans l'établissement de votre procédure d'urgence, il y a la mise à disposition des équipements adaptés pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des urgences prévisibles ainsi que les conséquences que ceux-ci pourraient, ou du moins celles-ci pourraient causer. Quels sont les moyens dont on aura besoin? Et quand je parle des moyens, je parle de plutôt moyens matériels à ce niveau, mais quels sont aussi les moyens humains, donc les ressources humaines. Donc, il y aura la nomination donc, des personnes qui sont responsables. Donc, ça peut aller notamment on peut avoir, par exemple, le directeur général qui peut jouer un rôle. On peut avoir le directeur d'usine qui peut jouer un rôle. On peut avoir le responsable QHSE qui peut jouer un rôle jusqu'au sauveteur secours du travail, donc les SST ou les équipés de première intervention. Peu importe. En tout cas, le plan d'urgence doit pouvoir définir très clairement le rôle de chacun. Ensuite, dans le plan d'urgence, on doit pouvoir gérer également les médias. Parce que lorsque on a
un événement, généralement, avec des conséquences au-delà des périmètres de l'entreprise, cela appelle directement la population, donc le public, et même des journalistes qui peuvent arriver et ils vont chercher à comprendre. Mais on ne s'exprime pas sur tous les sujets. Donc, il faut avoir des personnes qui soient déjà formées en entreprise, ou du moins qui sont déjà instruites en entreprise sur ce sur quoi il faut communiquer lorsque on est dans de telles circonstances. Parce qu'au-delà de tout, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, lorsqu'il y a un événement, paf, le lendemain, ça y est sur les réseaux. D'accord? Et donc, il faut faire beaucoup attention à ce qui sort de la bouche. Parce que ça pourrait nuire de façon irréversible à la réputation de l'entreprise. Donc, il faut avoir un plan, enfin, disons, une gestion rationnelle, justement, de médias dans de telles circonstances. Quelles sont notamment donc, les techniques donc, de gestion des médias? Ensuite, il y a les dispositions pour contacter les services d'urgence. Il faut qu'on sache éventuellement, dans votre procédure d'urgence, quelles dispositions pour contacter les services d'urgence, que ce soit interne ou externe. Et aussi, il faut qu'on sache, ou du moins, il faut qu'on forme l'ensemble des personnes qui ont été identifiées ou désignées dans le cadre de la mise en œuvre donc, de votre plan d'urgence, mais aussi, il faut faire des tests de simulation. Donc, vous avez vu dans les entreprises de BTP où les risques quand même ne sont pas à la hauteur euh, des entreprises de stockage pétrolier ou des entreprises minières, vous allez voir que les tests de simulation, on va les faire non seulement de façon théorique, mais aussi de façon pratique. En général, sur tout ce qui est évacuation en cas d'incendie, évacuation, ou du moins euh, la conduite à tenir en cas d'accident, tel ou tel. Mais en général, vous avez dû constater également que dans le cas de la mise en œuvre donc, des POI, il y a des tests de simulation à grande échelle qu'on fait. Le plus souvent, on a comme l'impression qu'il y a, il y a un événement très, très grave. Maintenant, ils sont juste en train de faire des exercices. Souvent même, on peut mettre le feu dans une cuve de produits pétroliers, histoire de voir la réactivité donc, de l'ensemble des acteurs dont on a formé. Et donc, quelles sont donc les urgences prévisibles possibles qu'on peut trouver dans les entreprises? On peut trouver, par exemple, des intempéries ou inondations. On peut trouver le déclenchement de l'épidémie. On peut trouver des alertes à la bombe. Donc, en fonction de là où votre projet est situé, ou bien l'environnement de votre projet a déjà fait l'objet de, comment dire, de guerre, il faut, il faut, il faut s'attendre à peut-être voir donc des bombes éventuellement. OK? Ensuite, il y a l'émission aussi de gaz toxiques. Donc, c'est aussi des urgences prévisibles. Il y a aussi les déversements accidentels d'un produit dangereux, extrêmement dangereux. Donc, c'est aussi des urgences prévisibles. Il peut y avoir également des accidents qui impliquent plusieurs victimes. Ça encore, ce sont des urgences prévisibles. Il peut y avoir des incendies ou des explosions. Donc, tout ça, ce sont des urgences prévisibles. Mais la question qui se pose, c'est comment on identifie ces urgences prévisibles. Parce que, comme je vous dis tantôt, je vous ai donné plus ou moins les éléments importants qui doivent figurer dans un plan d'urgence. Parmi ces éléments-là, très rapidement, on a les urgences prévisibles elles-mêmes, les procédures pour déclencher l'alarme,
les procédures à suivre ou instructions à suivre, justement, en cas de l'urgence en question. Parce que, tenez-vous bien, dans une entreprise, il peut y avoir plusieurs urgences prévisibles et chaque urgence prévisible doit faire l'objet de tout ce qui suit. C'est-à-dire qu'il doit faire l'objet de l'établissement de comment il faut déclencher l'alarme, de la procédure ou du moins des étapes à suivre ou la conduite à tenir. Donc, cette partie-là, vous pouvez considérer ça comme ça. Ici, il s'agit notamment de la conduite à tenir ou à suivre. D'accord? Et aussi les équipements adéquats qui sont là, qui sont disponibles, mais aussi les personnes qui doivent éventuellement interagir dans le cas de cette urgence de façon particulière, mais aussi comment on va gérer les médias par rapport à cette urgence, quelles sont les dispositions pour pouvoir contacter notamment les services d'urgence et quel type de formation. Donc, votre plan d'urgence doit tenir compte de l'ensemble de ces éléments-là, obligatoirement. Vous pouvez mettre d'autres choses dedans dont on va voir, parce qu'il y a un exemple de plan d'urgence qu'on va voir de façon détaillée, d'accord, que l'on a mis donc, sur un chantier. On va voir. On verra aussi le dernier jour, on verra aussi un plan d'opération interne, et comment est-ce que c'est élaboré et comment est-ce que ça peut vous servir également. Parce que le plan d'opération interne, en général, c'est un cabinet qui accompagne l'entreprise à mettre en place. Parce que ça tient compte de beaucoup d'autres aspects, notamment. Mais les plans d'urgence internes, donc les PUI, donc vous, en tant que responsable HSE ou spécialiste donc, en matière de santé et sécurité, vous pouvez facilement mettre en place. Et il y a des détails qui sont essentiels à la mise en place. Donc, ce sont ces détails-là qui sont là. Mais de façon, il y a d'autres éléments qu'on va ajouter, mais ça dépend justement de la définition du domaine, qu'on appelle ça, de la définition de l'activité et tout le reste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je viens de citer là sont essentiels. Comment est-ce que l'ensemble de ces éléments-là sont organisés, c'est essentiel dans le cas donc, de votre plan d'urgence, obligatoirement. Et quelles sont donc les urgences prévisibles? Les voici. Les plus, bon, pas seulement, ce n'est pas exhaustif. Voilà. La bonne nouvelle, c'est comment est-ce qu'il faut identifier, parce que c'est ça qui définit enfin, quel type de plan d'urgence vous allez mettre en place. D'accord? Donc, il faut dire que les urgences prévisibles, l'identification des urgences prévisibles, c'est une étape cruciale dans la mise en place d'un plan d'urgence. C'est essentiel. Donc, elle permet de définir les risques spécifiques auxquels l'organisation pourrait être exposée et de préparer des mesures adéquates pour y faire face. Et cette démarche implique une analyse approfondie des risques, l'étude des incidents passés et la consultation des parties prenantes pour assurer une préparation optimale face aux situations d'urgence prévisibles. Donc, en général, pour pouvoir identifier les urgences prévisibles dans votre entreprise, il y a simplement l'identification des dangers. On appelle aussi l'étude de danger, le HAZIP, Hazard Identification. D'accord? Et ça permet donc de récupérer les dangers spécifiques liés aux activités de l'organisme. Cette partie, ce n'est pas aussi compliqué. Il suffit justement d'identifier, ou du moins de scinder votre organisation en plusieurs zones. Et chaque zone, vous allez identifier les potentielles sources de danger. Donc, si vous avez par exemple un groupe électrogène, vous allez identifier qu'il y a un groupe électrogène. Si vous avez un stockage de carburant, vous allez identifier ce stockage-là. Si vous avez un stockage de produits, de n'importe quoi, en tout cas, vous allez sectionner votre site en plusieurs zones. Ça s'appelle le zonage. Lorsque vous allez finir de faire le zonage, vous allez identifier l'ensemble éventuellement de dangers ou situations dangereuses qui peuvent exister. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez décliner l'ensemble des risques potentiels
Et vous allez étudier également ce qu'on appelle l'enchaînement des événements. Puisque vous avez des zones A, vous avez par exemple zone A, zone B, zone C, zone D, alors vous allez étudier également l'enchaînement des événements qui peuvent arriver. Parce que un potentiel, en fait, une potentielle situation où événement peut se produire en zone A, mais ça va se terminer en zone C, par exemple. Donc, vous devez également étudier justement donc, ces enchaînements d'événements qui peuvent arriver. Et ça va vous permettre donc d'identifier le niveau de gravité, également dans le cadre justement de l'identification de danger. Il y a évaluation aussi de la criticité. Donc ça, en général, c'est l'AMDEC. C'est la méthode de l'AMDEC. Donc, analyse des méthodes de défaillance, leur effet et criticité. Donc ça, c'est ce qu'on va prendre. Donc, toutes les méthodes ne sont pas obligatoires en même temps. Donc, il faut voir ce que la méthode dans laquelle vous êtes bien et vous allez identifier. OK? En se basant sur, par exemple, les événements qui sont déjà produits dans votre entreprise et ça vous permet justement de voir potentiellement les urgences possibles. On peut se baser sur l'historique. Donc, c'est vrai qu'on peut utiliser ces méthodes-là. Donc, toutes ces méthodes sont complémentaires aussi, il faut comprendre. OK? Mais il y a aussi l'historique et le retour d'expérience. Pour savoir que dans mon organisation, je peux avoir, par exemple, n'importe quoi, des incendies, explosions, je peux me référer simplement à l'historique de l'entreprise. Ou bien, simplement aussi, on peut se baser sur ce qu'on appelle le benchmarking. Ça veut dire que dans le secteur, dans mon secteur, peut-être que moi, par exemple, je n'ai pas eu d'incendie, d'explosion, mais est-ce que dans ce même secteur, un secteur similaire au mien, est-ce qu'il y a déjà eu donc, des événements prévisibles? D'accord? Donc, si jamais il y a eu, là-bas, automatiquement, ça veut dire que vous aussi, ça peut arriver chez vous, puisque vous faites pas quasiment la même activité. Certainement pas forcément dans la même condition, mais à partir du moment où vous êtes là-bas, automatiquement, vous pouvez identifier comme usine prévisible et voir et analyser les conditions dans lesquelles ça pourrait se produire. D'accord? Donc, sur l'historique, vous avez l'analyse des rapports des événements qui sont produits. Vous avez aussi des enquêtes post-sinistres éventuellement. Vous avez aussi les leçons apprises. Tout ça, ça vous permet justement d'avoir également une idée des urgences prévisibles qui peuvent arriver sur votre lieu de travail. D'accord? Après aussi, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la cartographie des risques pour voir quelles sont potentiellement les zones les plus à risque par rapport par rapport à l'autre zone. Donc, l'ensemble de ça vous permet d'être beaucoup plus précis, justement, dans l'ensemble des mesures que vous allez mettre en place. Donc, la cartographie, c'est aussi très importante lorsque vous avez éventuellement fait l'analyse de l'ensemble de vos risques. Ensuite, il peut y avoir on peut consulter certaines parties prenantes pour voir. Je prends n'importe quoi. Vous avez, par exemple, vous avez eu un projet nouveau, peut-être dans un autre pays ou même dans une autre région dont vous ne vivez pas, et peut-être c'est la première fois que vous devez vous rendre, et, et vous devez mettre en place un plan d'urgence. Ce plan d'urgence-là, vous allez forcément vous appuyer aussi sur la consultation des parties prenantes, qui peut être même les parties prenantes, qui peut être le client, qui peut être par exemple les autorités locales, qui peut être certains de vos partenaires qui sont déjà installés dans la zone, afin de savoir, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une rencontre éventuellement avec, les différentes parties prenantes, vous pouvez profiter pour leur demander. C'est ainsi, par exemple, moi, dans le cadre d'un projet qui est réalisé au Togo, par exemple, il y avait des rencontres avec des autorités. À chaque fois qu'il y a autorité, enfin, à chaque fois qu'il y a rencontre, je profite pour demander, mais quels sont potentiellement les défis majeurs auxquels vous êtes exposés ou bien confrontés. D'accord? Mais tu vois, le gars commence à dire, mais ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. D'accord? Et tout ça, ça permet à vous, en tant que spécialiste qui allez élaborer notamment le plan d'urgence plus tard, d'en tenir compte. Parce que
l'urgence qui n'a pas été prise en compte, c'est l'urgence la plus grave. Parce que tout simplement, vous n'avez pas identifié de mesures ou du moins des dispositions à prendre vis-à-vis de ça. Et quand ça va arriver, ça va vous écrabouiller, vous tous. Parce que justement, vous n'avez pas prévu. Par exemple, vous pouvez arriver dans une zone de CCS, par exemple, dans une installation, dans un, comment on appelle ça, dans une zone, et bon, tout semble être meilleur, hein. Tout est bon. Seulement, en temps de pluie, c'est autre chose, c'est l'inondation. Comment on appelle ça, c'est le glissement de terrain. C'est c'est des catastrophes naturelles. D'accord? Donc, de quel type et tout ça, vous ne savez pas. Donc, la consultation de parties prenantes peut vous aider dans ce sens. Ça peut être des employés, donc des personnes qui sont sur le terrain. Ça veut dire que vous êtes parti dans un nouvel environnement. Vous allez, vous avez recruté du personnel sur place. Et à partir du moment où vous avez recruté du personnel sur place, ces personnes-là sont les autochtones. Ils connaissent mieux l'histoire et sont beaucoup plus aussi sur les. Maintenant, il y a aussi, bon, il faut aussi qu'on peut consulter aussi éventuellement les données hydrologiques et tout le reste, mais en général, c'est les données qui ne sont pas souvent à jour. Voilà. Donc, il y a aussi des experts. Il y a d'autres experts éventuellement auxquels vous pouvez faire recours afin qu'on puisse vous fournir donc, de leur expertise technique. Donc, ça peut être par exemple des bureaux de contrôle et tout ça. Ils peuvent vous aider donc, dans ça. Il y a les autorités, comme je l'ai dit. Il y a aussi certains fournisseurs éventuellement. En tout cas, l'ensemble des partenaires, vous pouvez toujours potentiellement. Donc, c'est une piste également. Il y a aussi l'analyse de la réglementation. Comme je l'ai dit tantôt, en fonction de votre secteur d'activité, il y a forcément une réglementation qui s'applique ou des réglementations qui s'appliquent. Et à partir du moment où il y a des réglementations qui s'appliquent, sachez que à chaque fois qu'il y a une réglementation, lorsqu'il y a une réglementation qui vous demande quelque chose, ça veut dire que derrière, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème potentiel que chaque réglementation ou chaque thèse de loi, en général, va venir pour essayer de donner une réponse. Donc, le fait déjà d'analyser la réglementation applicable à votre secteur d'activité, ça permet également donc, de vous donner quelques pistes. Quand vous travaillez par exemple dans le domaine du BTP ou dans le domaine minier, le code minier, vous devez pouvoir dénicher ça pour voir éventuellement. Dans le domaine pétrolier, c'est pareil, le code pétrolier. Et puis, bon, tous ces secteurs d'activité-là doivent aussi s'appuyer aussi ou bien regarder le code de l'environnement, obligatoirement. D'accord? Pour voir plus ou moins quels sont potentiellement ce que l'agrimentation dit et qu'est-ce qui est caché derrière. Donc, en ce sens-là, vous avez les directives CVSO, par exemple, qui fait référence à un accident de produits chimiques qui s'est produit en Italie. Et à la suite de ça, donc, il y a d'autres dispositions ont été déclinées. Donc, il y a une classification notamment des installations, notamment les installations de type CVSO. Donc, c'est tout ce qui est installation qui fait du stockage donc, de produits pétroliers, qui fait du stockage enfin, des entreprises donc, de raffinerie, et j'en passe. Vous avez aussi quelques normes donc, de santé sécurité, notamment qui peuvent aussi vous permettre donc, notamment de prendre donc, enfin, de prévoir des urgences prévisibles, c'est possible. Aussi, les plans locaux donc, de gestion de risques, éventuellement. Donc, par exemple, quand je prends l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des plans qui existent en ce qui concerne la gestion notamment des catastrophes naturelles, en ce qui concerne, par exemple, les réponses immédiates, par exemple, aux situations d'inondation potentiellement. Ça existe, hein? C'est le plan qui existe. Il faut juste aller sur le site de ONPC pour en savoir, ou taper sur Internet pour voir certains plans qui existent. Par exemple, ça peut vous aider. Voilà. Donc, il y a aussi l'identification des scénarios, un peu comme j'étais en train de dire. Par exemple, lorsque vous avez pu identifier l'ensemble de vos, potentiellement de vos risques, notamment par zone, il faut pouvoir voir quelles sont potentiellement les interactions que
ou bien les enchaînements que ces risques-là peuvent éventuellement avoir. Comme il a dit, un événement peut se produire au point A, peut-être je vais vous montrer la vidéo après. Un événement peut se produire au point A et se terminer au point Z même, par exemple. D'accord? Et ça c'est la cause justement des enchaînements d'événements qui peuvent arriver. Et quand c'est comme ça, vous devez pouvoir imaginer justement donc comment on appelle ça, des scénarios. C'est vous qui identifiez les scénarios. C'est pas donc les scénarios optimistes, scénarios pessimistes et scénarios critiques. Ça vous permet également de voir potentiellement des, des urgences prévisibles et quelles dispositions il faut mettre en place. Et enfin, il faut pouvoir les hiérarchiser. Donc, lorsque vous avez hiérarchisé donc, l'ensemble donc, de vos urgences prévisibles, donc, ça permet de voir potentiellement quelles sont les urgences prévisibles où il faut agir immédiatement, quelles sont les urgences prévisibles où il faut peut-être un plan d'action de façon voilà, dans le temps, ou quelles sont les urgences prévisibles qui ne nécessitent pas forcément donc de beaucoup ou de moins beaucoup de mesures. Ok, donc vous avez hiérarchisé, donc vous allez les tenir compte maintenant dans le cadre de votre plan. Parce qu'il y a des urgences, il y a des petites urgences, par exemple, vous allez mettre juste des instructions. Vous allez mettre des instructions en place pour pouvoir gérer. Il y a également donc des urgences les plus importantes. Donc, vous allez mettre qui vont rentrer dans le cadre justement de votre plan d'urgence. D'accord? Maintenant, donc ça, c'était tout ce qui est méthode d'identification des urgences prévisibles. Donc, une fois que vous avez pu identifier l'ensemble donc, de vos urgences prévisibles, et après, on a dit il faut donner l'alarme. Comment il faut donner l'alarme? Donc, vous devez pouvoir identifier maintenant euh, les procédures pour pouvoir donner l'alarme. Donc, vous avez d'abord le déclenchement de l'alarme. Comment est-ce qu'on déclenche l'alarme dans le cas de telle urgence? Ensuite, vous avez les procédures d'escalade. Ça veut dire que informer au-delà de votre environnement de travail, vous devez pouvoir informer. Donc, comment est-ce qu'on établit donc par quels moyens on passe pour pouvoir le faire? Vous devez pouvoir définir. Et aussi, comment est-ce qu'il faut se tenir vis-à-vis justement de l'urgence qui vient se produire. Donc, la procédure pour donner l'alarme doit pouvoir tenir compte des trois facteurs dont je viens de citer. Ensuite, vous avez la mise à disposition des équipements appropriés et désignation du personnel responsable. Donc, en fonction notamment des risques qui ont été identifiés, vous avez pouvoir identifier les équipements qui sont adaptés aux risques. Vous devez pouvoir identifier les personnels compétents également et les déployer. Vous devez pouvoir identifier les rôles et les responsabilités de chacun. Et tout ça doit faire partie justement de votre plan. Ne vous inquiétez pas, tout ça, il y a une procédure type dont on va voir dans les détails. Voilà, donc ça, c'est juste tout ce qu'on est en train de citer là sont les principes. Et après, de façon pratique, comment est-ce qu'il faut les mettre en place? On va les voir. OK? Donc, et comme je disais tantôt, il y a la gestion des médias. Donc, quand vous avez déjà identifié, comment on dit, les urgences prévisibles, vous les avez hiérarchisées, vous savez quelles sont les urgences qui peuvent avoir potentiellement des impacts considérables sur vos installations, les personnes et les biens. Alors, vous allez maintenant pouvoir qu'on appelle ça, les sélectionner et en fonction de chaque urgence prévisible, vous allez pouvoir donner maintenant l'alarme. Comment est-ce qu'on donne l'alarme? Ça doit être décrit. Ensuite, quels sont les équipements appropriés et quelles sont les personnes qui sont désignées afin de pouvoir réagir? Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun? Et Et dans la partie gestion des médias et compta des services d'urgence, comme il a dit, il y a la gestion des médias. Donc, des procédures doivent être établies pour gérer efficacement les médias en cas d'urgence et un membre du personnel doit être formé.
un ou plusieurs en fonction de l'étendue de votre chantier, d'accord, aux techniques de communication avec les journalistes. Parce que je vous assure qu'à un certain niveau d'urgence, c'est tellement important qu'il faut quelqu'un, il faut des personnes pour pouvoir gérer. D'accord? Donc, les contacts d'urgence également, vous devez pouvoir les établir. Donc, l'entreprise doit avoir les dispositions en place pour contacter rapidement les services d'urgence externes en cas d'incendie. Donc, les coordonnées et les protocoles de notification doivent être clairement établis. Donc, de façon pratique également, on va voir tout ça donc, dans un cas pratique. On va voir plus tard un plan d'urgence interne avec les responsabilités et autres. Après, on va voir également un plan d'opération interne. On va voir les deux là. Et puis, comment est-ce qu'il faut mettre en place donc, euh, des fiches de fonction pour chaque personne. Ensuite, vous avez les équipes internes également. Dans la gestion des médias, des équipes internes doivent être désignées et formées pour gérer les situations d'urgence, notamment la communication avec les médias et les services d'urgence. Donc, il doit y avoir quasiment un chapitre dédié à ça. Ensuite, vous avez les équipements de communication. Vous devez lister très clairement quels sont les équipements qui sont désignés comme moyens de communication avec l'ensemble des acteurs. Donc, l'ensemble des services de secours, que ce soit en interne ou en externe. Donc, équipement de communication, en général, on a téléphone fixe, mobile, satellite, radio, pour assurer les communications, surtout dans les endroits isolés. Ça dépend. Donc, si par exemple, vous êtes dans un endroit isolé, vous devez en tenir compte. Il y a également les coordonnées de contacts qu'il faut pouvoir identifier. Et les coordonnées de contacts, là, ça peut passer par beaucoup de choses. Vous avez, par exemple, les pompiers, donc les services d'incendie au niveau local, donc au niveau de votre pays. Donc, vous avez les pompiers, vous avez les gendarmeries, vous avez les commissariats, vous avez également le préfet de région, la mairie et tout ça. Vous avez également donc des stations de contact, également des stations services et autres. Et même, vous avez également, que si par exemple vous êtes une entreprise et que à côté de vous, par exemple, il y a une autre entreprise qui également a plus ou moins, ou même si c'est différent, donc potentiellement les mêmes risques, et que a aussi comment on appelle ça, a aussi son plan d'urgence en place, vous devez pouvoir également trouver un système de connexion pour que en même temps que toi, tu as eu le problème ici, dans ton entreprise, que cette autre entreprise puisse déclencher également. D'accord? Afin de pouvoir, parce que c'est ça aussi, lorsque vous êtes dans un environnement donné, je vous ai dit, les enchaînements d'événements peuvent aller au-delà de votre entreprise. Non seulement ça peut exterminer votre entreprise, mais ça peut également atteindre le voisinage. Donc, par conséquent, dans vos dispositions, justement, ou bien les coordonnées là, ça peut aller au-delà de votre entreprise, mais aussi prendre en compte l'ensemble des entreprises qui sont dans l'environnement, ou bien dans la même zone industrielle éventuellement. D'accord? Et qui doit appeler? Donc, il faut désigner également donc, des personnes compétentes pour fournir rapidement les informations importantes. Parce que n'oubliez pas que le plan d'urgence, c'est de donner une réponse rapide et très rapide aux événements. D'accord? Et comme il a dit tantôt, les personnes qu'on a désignées pour pouvoir être acteurs dans la mise en place du plan d'action doivent être formées, inévitablement. Et en général, il y a au-delà même donc des formations ici par exemple on appelle BNS par exemple, donc au-delà donc du brevet national de secours ou bien donc de la formation de l'abandon en mer, par exemple au-delà donc de la formation de SST, donc sauveteur secours qu'on fait en interne, donc au-delà de ça, il y a aussi une formation même qu'il faut faire sur le type de plan. Si par exemple dans votre entreprise vous avez un plan d'urgence interne, l'ensemble des acteurs, que ce soit, parce que l'ensemble des acteurs ici, c'est depuis le directeur de projet ou le directeur de votre usine. D'accord?
il a un rôle à jouer. Le receveur HSE a un rôle à jouer. Le directeur, enfin, le responsable ou le directeur matériel a un rôle à jouer. Le, Ça peut être les responsables donc, des travaux a un rôle à jouer. Le responsable de production, tout le monde a un rôle à jouer. Donc, du coup, il faut former également sur ça. Donc, au-delà donc, des formations spécifiques qui prennent en compte l'urgence en question, mais il faut pouvoir aussi former l'ensemble l'ensemble des acteurs. D'accord? Et mettre en place aussi une organisation, notamment de formation continue, notamment de recyclage qu'il faudra faire. D'accord? Donc, important de la formation, donc il y a le personnel d'abord qu'il faut former. Donc, les travailleurs doivent recevoir la formation nécessaire pour savoir comment réagir en cas d'urgence. On doit aussi informer le public. Aussi. Le public peut avoir besoin d'informations sur les procédures d'urgence, comme des affiches et des annonces, par exemple. Donc, c'est ainsi, et ces affiches-là peuvent ne serait-ce que être devant votre site, hein, donc votre site, vous devez avoir notamment comment est-ce que, quels sont potentiellement les risques majeurs qui sont dans votre truc et comment est-ce que il faut rentrer en contact avec vous. Donc, les contacts aussi, ça c'est important. Ensuite, vous avez la manipulation en sécurité. Donc, il y a les équipements, notamment qui ont été d'urgence, qu'il faut former les gens dessus. C'est pour ça d'ailleurs on organise donc des formations en EPI, donc équipés de première intervention, et aussi en sauvetage sécurité du travail, afin que ceux-ci, donc des personnels qui sont désignés, soient en mesure d'utiliser convenablement le matériel qui est à disposition. Ensuite, sur le rôle et les responsabilités. Donc, l'ensemble de ces personnes et leur rôle et responsabilités doivent être clairs. Donc, on va voir des exemples pratiques, notamment dans le plan de gestion, enfin, disons, dans le plan d'opération interne. Ensuite, il y a des exercices de simulation. Comme je vous ai dit, ça ne sert à rien de mettre en place un plan d'opération interne ou un plan d'urgence interne et que les gens ne savent pas quoi faire ou bien ne sauront pas quoi faire. Parce que c'est vrai que tu les as formés, mais seulement tu n'es pas sûr réellement de leur réactivité lorsqu'il y a un événement potentiel donc, va se produire. Donc, par conséquent, les exercices de simulation deviennent essentiels. Et vous devez, dans votre plan d'urgence, vous devez expliquer les modalités, d'accord? À quelle fréquence vous allez faire donc, les exercices d'évacuation d'urgence et quels sont potentiellement donc, les exercices également que vous allez faire. Et chaque exercice doit pouvoir faire l'objet justement de qui fait quoi, quand et comment, d'accord? Donc, si vous voulez aussi, on pourra voir, donc il y a des exemples de comment est-ce que, quand vous prenez par exemple l'exercice d'évacuation d'urgence, comment il faut planifier, comment il faut mettre en œuvre. Parce que c'est essentiel aussi. Parce que souvent, on fait des exercices d'urgence sans pour autant savoir qui fait quoi et généralement, ça ne donne pas forcément le résultat attendu. Donc, c'est tout un exercice qu'il faut faire, qu'il faut préparer en avance, qu'il faut planifier et identifier donc les personnes qui vont jouer le jeu, qui vont jouer le scénario, les former sur le rôle de chacun et procéder justement à la réalisation donc de votre simulation, de votre exercice, et aussi établir donc des rapports pour pouvoir justement s'assurer si oui ou non c'est bon ou si c'est pas bon, quelles sont éventuellement potentiellement les mesures qu'on doit appliquer ou améliorer éventuellement. Et ça, ces exercices-là doivent se faire. À quelle fréquence? Je ne peux vous le dire. Parce que la fréquence des exercices d'urgence, des exercices par exemple, ou des simulations, ça dépend de l'importance de vos risques. Donc, plus le risque est important, donc vous, dans votre plan d'urgence, euh, vous pouvez par exemple juger que c'est chaque 3 mois que vous devez faire par exemple comment on appelle ça, des simulations, ou chaque 6 mois, ça dépend du niveau du risque. Donc, les simulations en cas d'évacuation, les simulations en cas d'accident, et aussi même la formation théorique aussi des exercices pratiques. Donc, on peut également faire des simulations, pas forcément de façon pratique, mais de façon théorique. Ça arrive. C'est ce qu'on appelle exercice sur table. D'accord? Et ça, on peut le faire. Vous devez pouvoir organiser tout ça pour pouvoir garantir à prêter. Donc, voilà.
Donc, vous savez plus ou moins quelles sont les dispositions qui sont essentielles dans le cadre justement d'un plan d'urgence. Là, il faut dire que le plan d'urgence, comme on l'a dit, c'est de pouvoir prévenir les urgences prévisibles et prendre les dispositions pour pouvoir limiter. Mais ces dispositions-là, c'est quoi en général? Ce sont les dispositions de premier secours en général. Et une entreprise, alors, a l'obligation de se doter d'une capacité de premier secours pour l'ensemble des employés. Et cette obligation est destinée à permettre une réponse médicale urgente. Parce que les résultats, ou du moins, qu'on appelle ça, bon, les résultats ou les conséquences d'une urgence prévisible qui peut arriver sur le chantier ou dans le cadre justement de votre industrie, parce qu'il n'y a pas que le chantier, il y a aussi l'industrie, les industries. Euh, les conséquences vont être atteintes aux installations, atteintes aux personnes et aux biens, potentiellement, et aussi l'environnement. Donc, par conséquent, vous devez pouvoir aussi, en ce qui concerne le personnel, prévoir donc, des dispositions pour pouvoir s'assurer que s'il y a tel événement, alors on peut réagir également. D'accord? Donc, pour ça, vous devez pouvoir identifier dans la détermination donc, de votre capacité de premier secours, vous devez pouvoir identifier les installations, les équipements appropriés, mais aussi du personnel pour la gestion du premier secours. D'accord? Les installations, c'est un endroit approprié où les premiers secours doivent être prodigués. Ça peut être par exemple une infirmerie. En tout cas, ça peut même être un bureau. Que vous, en fonction de la taille, bien sûr, de la taille de votre entreprise et potentiellement de type de sinistre. Parce que, par exemple, vous ne pouvez pas, pour une entreprise qui peut présenter potentiellement un risque aussi important que la Petrosi ou la scie et ou la Gestosi, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir, par exemple, une infirmerie interne. Mais ça, c'est pourquoi je dis ça, c'est en fonction justement des urgences prévisibles. D'accord? Et donc, vous devez pouvoir identifier les installations de premier secours. Donc là où vous allez organiser, prodiguer donc, les premiers soins. Ça, c'est très capital. Ensuite, les équipements donc, de premier secours. Donc, ça peut être des trousses ou des kits d'urgence convenablement stockés ainsi que donc, des équipements en quantité nécessaire. Il y a aussi du personnel, donc une équipe qui dispose d'une formation appropriée pour prodiguer des soins. Donc en général, c'est un médecin, c'est un médecin, un médecin et ou des infirmiers avec des aides-soignants. Et ça dépend justement de la taille de votre entreprise. Il y a des entreprises où ce n'est que une infirmière qui gère. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est en fonction de la taille donc, de leur entreprise, mais aussi des urgences prévues. Il y a des entreprises où tu as un médecin de travail et puis plusieurs infirmiers et aides-soignants même. D'accord? C'est à la capacité même d'un dispensaire et très bien équipé qu'un dispensaire. D'accord? Donc, quels sont donc le rôle donc des personnes qu'on va désigner? Il faut dire que le rôle fondamental des secouristes est de garder vivantes les personnes blessées jusqu'à ce que l'assistance médicale professionnelle prenne le relais. Donc, en général, on parle de 3 P. Donc, un secouriste sur le chantier, ou du moins dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'urgence, son rôle sera de préserver la vie, de prévenir la dégradation de la situation et aussi de promouvoir le bon rétablissement. Donc, lorsqu'il arrive, son premier geste, ça sera donc de protéger la victime pour éviter que la victime ne soit euh, victime d'un accident, notamment. D'accord? Donc, préserver la vie dans un premier temps
D'accord? Prévenir la dégradation. Donc, la dégradation, évidemment, pour éviter que, donc, va sécuriser la zone et tout, donc, pour permettre une bonne ventilation et tout le reste. D'accord? Et après, va réaliser notamment des premiers gestes de secours, éventuellement, donc, s'il est capable. Et tout ça, ça fait la préservation de la vie, ça fait la prévention de niveau, enfin, disons, de la dégradation de la situation, éventuellement, et aussi la promotion. Donc, il va mettre toute action en œuvre permettant justement de faire le rétablissement de la victime. Il faut dire que la capacité minimum correspondant correspondant à une personne capable donc de prendre, enfin, la capacité minimum, ça correspond justement à une personne qui est capable de prendre en charge une situation d'urgence et d'appeler les services d'urgence. Et cette personne désignée peut avoir besoin donc d'être formée aux bases d'urgence, enfin, de secours d'urgence et la manière dont on va contacter. Donc, j'ai une bonne question, notamment pour vous. C'est comment, ou du moins, euh, combien sécuristes il faut dans une entreprise? Est-ce que quelqu'un a une réponse à cela? Dans une entreprise, combien de sécuristes il faut? Très bien. Même en termes de pourcentage, hein, ça peut aller. Beaucoup plus en termes de pourcentage. C'est-à-dire que vous avez un effectif X, 3 au minimum. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre proposition? Hmm. Très bien. C'est délicat. C'est délicat. On ne peut pas déterminer aussi facilement le nombre de sécuristes qu'il faut. C'est en fonction de la taille de l'entreprise. Je suis d'accord. Il y a la taille de l'entreprise qui compte. Il y a le nombre de salariés sur le site qui compte. Très bien. Il y a aussi la répartition des salariés. Par exemple, sont-ils plus nombreux sur une zone ou à un certain moment donné de la journée? Donc, vous devez pouvoir identifier l'ensemble donc, des zones qui sont sujets, enfin, qui sont les vôtres. Parce qu'il peut y avoir qu'une entreprise peut avoir plusieurs sites euh, distincts l'un de l'autre où ces activités sont mêlées. Donc, normalement, et puis aussi, il peut y avoir, comme par exemple dans le cas des projets routiers, vous avez par exemple 100 km de route à faire et vous avez donc des équipes à des échelons multiples. L'idée ici, c'est d'avoir au minimum, au moins dans chaque équipe, au moins une personne qui soit formée au sauvetage secours du travail, mais aussi qui sache donner aussi l'alerte. Mais pourquoi je dis qu'il faut au moins un? Parce que c'est délicat. Supposons que vous avez seulement une personne et que c'est la personne qui est victime d'accident. Bon, ben, ça peut être compliqué. D'accord? Donc, au moins un. Mais à partir de un, déjà, c'est bon, c'est suffisant. Mais c'est au moins un. Ça veut dire qu'on peut faire, on peut aller à plus. OK? Donc, vous avez également le régime de travail. Parce que dans une entreprise qui travaille jour, nuit, parce qu'il y en a, hein, par exemple, quand vous passez sur les plateformes pétrolières, on travaille jour et nuit. Jour et nuit. Donc, il y a les chiffres de nuit, il y a les chiffres de jour. Et chaque équipe également doit avoir donc, des sauveteurs secours du travail en fonction de la manière dont ils sont organisés, dispersés donc, sur le site. Mais on doit obligatoirement avoir des personnes. Il y a aussi le besoin de fournir une couverture de premier secours, enfin, de premiers soins pendant les absences et par exemple donc, pour des causes de vacances ou de maladie. Ça veut dire que les personnes que vous allez pouvoir identifier dans la détermination du nombre de secours dans votre entreprise, vous devez tenir compte du fait que d'autres personnes peuvent aller
des personnes de secours que vous avez déjà formées qui peuvent aller en vacances et qui peuvent même être aussi absents. Mais pour autant, ce poste doit être toujours garanti. Vous devez pouvoir tenir compte de ça. Donc, si tel n'est pas là, alors telle autre personne pourrait être là. Donc, pour les installations de premier secours, comme j'ai dit tantôt, donc, il faut des installations qui soient convenables. Donc, sur le lieu où les premiers soins donc, peuvent être prodigués, et cela peut consister au minimum en une pièce utilisée pour d'autres usages, mais qui peut rapidement être convertie en zone de soins. Donc, ça, c'est vraiment pour les petites entreprises, quoi. OK? Et dans un lieu de travail plus étendu, une salle de soins doit être fournie. C'est-à-dire que si, par exemple, votre entreprise, c'est une grosse entreprise avec donc des niveaux de risque aussi importants, alors vous devez avoir au moins une salle dédiée, d'accord? Et cette salle-là, il y a aussi des conditions ou bien des règles pour que ça soit je veux dire, ça joue pleinement son rôle. Ça veut dire qu'il faut avoir, par exemple, une situation centrale. C'est-à-dire que ça doit être situé à un endroit de telle manière que, même s'il y a les services de secours externes qui veulent intervenir sur le lieu de travail, enfin, qui veulent intervenir en cas d'urgence, qui peuvent facilement accéder. Donc, ça peut être donc, propre et convenable, donc chauffé ou ventilé ou éclairé en fonction de là où vous êtes. D'accord? Et aussi être muni d'installations permettant le lavage de mains, les chaises, les poubelles et tout ça pour pouvoir recueillir donc, vos différents déchets. Donc, ça, installation de premier secours. Ensuite, vous avez quelques équipements, quelques matériels donc, de premier secours que vous pouvez avoir également, à minima, hein, que vous pouvez avoir dans le cas donc, de votre lieu de travail. Et tout ça, comme je dis, ce n'est pas exhaustif, c'est juste quelques exemples. Mais surtout, c'est suivant l'identification des risques, enfin, ou du moins, des urgences prévisibles que vous avez fait. C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que vous avez identifié et quelles mesures vous pouvez mettre en place et quel équipement alors vous pouvez choisir afin de pouvoir gérer au mieux. D'accord? Donc, lorsqu'on veut déterminer sa capacité, dans le cadre justement donc, de premier secours, lorsqu'on veut déterminer sa capacité de premier secours, il est important de prendre en compte le niveau de risque général sur le travail, le danger présent sur le lieu de travail, l'historique des accidents, les procédures spécifiques requises, par exemple, certains matériaux toxiques ou les antidotes éventuellement si c'est nécessaire. Donc, tout ça, c'est en fonction justement des urgences prévisibles. Vous avez également, vous devez tenir compte donc, des présences de personnes vulnérables. Si par exemple dans votre entreprise, il y a des personnes qui sont vulnérables, qui peuvent être par exemple des femmes enceintes ou des handicapés, et j'en passe, alors vous devez en tenir compte. Donc, ça peut être également dans le cadre justement comment on appelle ça, des bâtiments qui sont en ville et tout ça. Donc, souvent même, vous avez des jeunes, certains jeunes également, qui travaillent. Parce qu'il y a d'autres pays où les gens sont autorisés à travailler même à moins de 18 ans. Ils sont autorisés à travailler, mais sous certaines conditions. Donc, ce sont, donc, on va dire, des jeunes. Donc, ces jeunes-là, donc, ils doivent avoir des dispositions par rapport à ça, des femmes enceintes, des femmes même. Donc, tout cela, en général, sont considérés comme des personnes vulnérables. Entre guillemets, c'est pas pour. Voilà. Ensuite, le nombre de salariés sur le site, le régime de travail, donc votre mode de travail, est-ce que vous travaillez la nuit ou le jour ou à quel moment donc, du travail, et aussi l'emplacement géographique du lieu de travail et les dimensions donc, du lieu de travail, c'est-à-dire la taille, donc l'étendue éventuellement. Donc tout ça, c'est nécessaire pour pouvoir déterminer votre capacité. C'est-à-dire non seulement on met en place un plan d'urgence, mais il faut aussi pouvoir mettre en place des dispositions de premier secours en fonction de la localisation de votre projet. C'est très important. Sinon, vous allez, lorsque l'événement va arriver, la situation va s'empirer au lieu justement que le plan d'urgence favorise à minimiser les dégâts ou les pertes. D'accord? Et donc, l'emplacement géographique est une question importante à considérer lorsqu'on détermine les capacités à fournir donc, les premiers secours.
Donc, des lieux de travail situés à proximité des services d'urgence déjà, d'accord, donc peuvent se contenter, par exemple, d'une couverture minimale, mais lorsque les lieux de travail sont reculés, les services d'urgence mettront en général plusieurs heures pour arriver, et donc, en général, doivent être autonomes. Donc, si par exemple, vous êtes situé, c'est pas très loin donc, de la ville, vous devez pouvoir adapter donc votre capacité de premier secours en compte. Vous devez pouvoir adapter justement. Donc voilà, donc tout ce qu'on a vu là, c'était les principes. D'accord. Comment il faut faire? D'abord, les zones prévisibles. Comment est-ce qu'il faut faire pour déterminer donc, ces zones prévisibles là? Après, comment est-ce qu'il faut donner l'alarme? Très important, votre procédure doit pouvoir décrire cela. Ensuite, quelles sont les instructions appropriées qu'il faut mettre en place en fonction de chaque zone prévisible que vous avez identifiée. Après, quels sont les équipements adaptés par rapport à chaque urgence prévisible? Après, comment est-ce qu'on gère les médias éventuellement? Quels sont les équipements de communication éventuellement? Et aussi, quelles sont les coordonnées, les coordonnées des services d'urgence qui existent et que vous devez en tenir compte. Donc, tout ça et surtout, comment il faut déterminer sa capacité de premier secours afin que le temps que ces services de secours ou les services de secours d'urgence arrivent, comment est-ce que vous-même vous en sortez? Essentiel. OK? Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais maintenant ouvrir les questions. Donc, vous pouvez poser donc, des questions pour cette première partie-là. Parce que la deuxième partie, ça sera plus ou moins un cas pratique qu'on va voir, notamment lié à un secteur de BTP. Et après, on va voir aussi un plan d'opération interne, peut-être après-demain. Choses comme ça, parce qu'on a 3 jours. Donc, tout ce qu'on a vu là, c'était les généralités. Cependant, si vous avez des questions, alors je vais rapidement les prendre en compte afin de pouvoir éclaircir certaines compréhensions. Donc, le plan d'urgence interne, le plan d'intervention d'urgence ou plan d'urgence interne. Donc, ça, c'est un exemple type qu'on va voir dans le cadre d'un projet. Donc, ça, on va décliner ça de demain. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit ouvrir le micro pour parler ou bien vous pouvez simplement écrire. Donc, dans la partie touch, simplement, à partir de demain, ça sera beaucoup plus intéressant. Parce que là, on va attaquer de façon pratique comment ça va se faire. Et comment on détermine également les urgences prévisibles. Et après, on verra aussi des plans d'urgence, enfin, disons, le plan d'opération interne, comment ça se passe. Également, vous allez voir, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez plus ou moins quels sont les éléments essentiels qui doivent figurer dans un plan d'urgence? OK, très bien. Pas de questions? Super. Alors, monsieur Bakayoko, Oui, bonjour. Oui, d'accord. moi je vous écoute, hein. Le plan d'urgence, il y en a de plusieurs types. Est-ce que quelqu'un peut me dire si, en fait, dans le cas de son chantier là, quel type de plan d'urgence qui est en place ou qui pourrait être mis en place en fonction de la zone? Parce que selon que vous êtes dans une zone portuaire, il y a des plans spécifiques. Selon que vous êtes dans une zone dans une entreprise minière, également, il y a des plans spécifiques. Donc, en gros, ça dépend aussi de votre emplacement. Y a-t-il une différence entre un plan d'urgence et
un plan d'évacuation d'urgence. Ah, 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 ah. Ok, très bien. Il faut dire que lorsque tu prends par exemple le plan d'urgence, lorsque vous prenez le plan d'urgence, euh, le plan d'urgence va vous décrire obligatoirement la manière dont il faut évacuer. C'est-à-dire que le plan d'urgence ne se limite pas à identifier seulement les urgences prévisibles. Oui. D'accord? Le plus souvent, il y a plein d'appellations. Il y a beaucoup d'appellations donc, que vous pouvez rencontrer, comme on l'a vu. Il y a plein d'appellations. D'accord? Tout dépend de l'objectif. Il faut dire que, par exemple, l'évacuation d'urgence, on peut l'appeler également l'évacuation sanitaire ou l'évacuation en cas d'incendie et autres. Ça fait partie du plan d'urgence. Ça veut dire que, je prends n'importe quoi. Si, par exemple, vous avez un incendie, vous devez pouvoir avoir en fait, plan ou procédure, il n'y a pas de problème. Vous devez pouvoir avoir, ou du moins décrire comment est-ce que vous allez organiser l'évacuation des personnes obligatoirement. Parce que déjà, parmi vos urgences prévisibles, vous avez identifié qu'il y avait un incendie qui pourrait s'attaquer au bâtiment. Un. Et si, et si le bâtiment est attaqué, il y a des personnes qui sont à l'intérieur. Il faut pouvoir décrire dans ton plan d'urgence la partie évacuée, les moyens, les pistes, tout ça doit faire partie justement de la partie enfin, du plan d'urgence. Donc, plan d'évacuation d'urgence, ça fait partie du plan d'urgence. Comment est-ce qu'on évacue? C'est très capital. Obligatoirement, je vais vous montrer des exemples types demain. Et ça fait partie du plan. Le plus souvent, ce sont des annexes. C'est-à-dire que vous avez établi le plan d'urgence. Très bien. En fonction des urgences prévisibles, il y a une évacuation qui est nécessaire dans le cas de tel ou tel. Automatiquement, vous devez établir la procédure, d'accord, ou le plan d'évacuation d'urgence. Il y a ce qu'on appelle aussi l'évacuation, l'EVASAN, l'évacuation sanitaire. Je pourrais aussi, si possible, vous montrer un peu comment ça marche. Donc, tout ça, ça rentre dans le cas qu'on appelle ça, d'évacuation d'urgence. Donc, le plan, c'est une question qu'il avait posée, je ne sais pas si donc, M. Sissoko a posé la question s'il y a une différence entre le plan d'urgence et le plan d'évacuation d'urgence. Le plan d'évacuation d'urgence, en général, même, on va faire ça en logigramme. On va faire ça en logigramme. C'est-à-dire qu'on dit, si par exemple, il y a tel événement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui fait quoi? Quand et comment? Voilà. Et où? Voilà. Avec quoi? Donc ça, c'est simplement l'évacuation d'urgence. Dès qu'on a, il y a tel événement, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, pourtant, le plan va d'abord identifier l'élément, va identifier la conduite à tenir, d'accord? Et c'est dans la conduite à tenir là par exemple, ici, par exemple, un incendie, et, comment on appelle ça? La manière dont il faut réagir, d'accord? Dans le cas d'un incendie, jusqu'au bout, jusqu'à la finition, jusqu'à ce que jusqu'au retour à la normale, on va forcément euh, aborder comment on l'évacue. On évacue les vrais qui sont dans le bâtiment, et j'en passe, ou bien qui sont sur le chantier. Donc, le plan d'évacuation fait partie du plan d'urgence. Voilà. En général, le plan d'évacuation, c'est beaucoup. On fait ça beaucoup. Enfin, on peut faire ça en logigramme, tout ça. OK. Maintenant, il y a l'autre question. C'est quoi?
Ok, 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 ok. Non. Ok. D'autres questions? Très bien. Ça veut dire que malgré que je suis parti rapidement, afin de pouvoir rester un peu dans le timing, parce que l'objectif est clair, hein. C'est pouvoir dérouler ces formations-là, tac, tac, entre midi et deux, pour permettre à chacun, justement, quel que soit son truc, il va participer, et puis après, il va à son occupation. C'est ça l'objectif. Donc, euh, donc, demain, on verra plan d'urgence interne. Donc, chantier BTP. On verra qui fait quoi, comment et quand. Il y a une autre question. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre... Eh, Seigneur, et ça, c'est un monsieur qui ne suit pas trop. Mais ce n'est pas bien grave. Je peux comprendre que d'autres personnes sont venues un peu en retard. Et puis, aujourd'hui aussi, je partais très, très rapidement. Ce qui n'est pas le cas habituellement. Bon, ben, écoutez, souvent, c'est comme ça aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence? Ah. Bon, il faut dire que plan d'urgence, là, le POI est aussi un plan d'urgence. D'accord? Donc, dans le plan d'urgence, il y a les plans d'urgence qui s'inscrivent, enfin, disons, qui sont plans d'urgence internes, donc l'ensemble donc, des plans d'urgence internes, où les acteurs sont limités à l'entreprise. Et puis, vous avez aussi, comment dire, les plans d'urgence externes, où les acteurs ne se limitent pas seulement qu'aux entreprises. D'accord? C'est le cas, par exemple, d'un PPI, donc d'un plan particulier d'intervention. C'est le cas, par exemple, d'un plan Vigipirate. C'est le cas, par exemple, donc, d'un plan de secours externe, par exemple. Et voilà. Donc, vous avez plusieurs plans comme ça. Vous avez plusieurs plans comme ça qui sont externes parce que ça va au-delà même je veux dire, des acteurs de l'entreprise. D'accord? Mais tout ça, ce sont des plans d'urgence. Maintenant, le POI, à la différence d'un plan d'urgence interne simple, le POI va s'intéresser aux installations à haut risque industriel, comme par exemple des entreprises donc, de stockage de produits pétroliers, les raffineries, les entreprises donc, de, de traitement ou de, d'extraction de produits chimiques qui seront classés par exemple, les directives CVSO. Voilà, donc le plan d'opération interne est aussi un plan d'urgence. Autre question? Très bien. OK, donc sur ce, je vous remercie de votre participation et on se dit à très bientôt, ou du moins demain, quasiment à midi, pour attaquer les exemples types, donc notamment d'un plan d'urgence interne, les rôles et responsabilités de chacun, et comment de façon pratique il faut faire pour déterminer justement les urgences prévisibles sur le chantier. Et une fois que les urgences prévisibles sont déterminées, quelles dispositions il faut mettre en place. Et surtout, je vous mettrai en même temps une procédure type et que vous allez simplement modifier éventuellement et adapter dans le cadre de votre truc. Mais il est essentiel parce que le plus souvent, les gens ils prennent des documents, en même temps, non, non, en fait, il faut comprendre pourquoi est-ce que je prends ça, pourquoi. D'accord? Quand on comprend pourquoi et comment, c'est magique. En fait, c'est ça, en fait, ce qui est la connaissance. Mais sinon, prendre un document,
Et puis, rapidement, essayer de, comment on appelle ça, d'adapter. Quand tu ne comprends pas, c'est autre chose. Parce que souvent, souvent, dans les vraies entreprises, quand vous mettez en place un plan d'urgence, vous devez former l'ensemble du personnel. Ça veut dire que vous, c'est pas des gens, vous prenez une phase, vous venez s'arrêter. Non, non, non. Vous devez même faire une présentation PowerPoint pour expliquer le plan d'urgence. Mais pour ça, il faut comprendre. Il faut savoir quelle méthode vous avez utilisée, par exemple, pour déterminer donc, les urgences prévisibles. Et les urgences prévisibles, quels sont, comment on appelle ça, leur niveau de potentialité et de gravité, et quelles sont les réponses dont tu proposes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas aussi, c'est pas aussi évident. Mais quoi qu'il en soit, il est important de comprendre comment ça marche, et par conséquent, de pouvoir mettre en place réellement, même si vous prenez par exemple un autre document, c'est pas bien grave, mais vous allez vous inspirer, mais en comprenant réellement comment est-ce que ça se fait. C'est ça le plus important. Très bien. Donc, merci à vous et je vous dis à très bientôt.